Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Alors, couloir humanitaire ou pas, couvre-feu bien sûr, halte au feu aussi pour permettre à une partie de la population ukrainienne de fuir les zones de combat les plus mortifères, les plus meurtriers. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Et pendant ce temps-là, la diplomatie, les contacts, Naftali Bennett chez Poutine, Macron qui s'entretient avec Anthony Blinken, etc., etc., voilà, autour de la guerre. Mais en fait, ça, c'est le théâtre. On assiste dans les coulisses et surtout, demain, après-demain, qu'est-ce qui risque de se passer? On en parle tout de suite avec Paul-Marie Couteau. Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Voilà, vous l'avez évidemment reconnu, l'hymne à la joie de Beethoven et surtout l'hymne européen, puisque cela a été choisi, cette mélodie immortelle, pour illustrer l'Europe, l'Union européenne, la Commission européenne. Alors, quid de l'Europe? On voit très très bien que là, vous voyez, là, par exemple, hier, l'Union européenne a lancé la procédure pour l'examen des demandes d'adhésion de l'Ukraine, de la Géorgie et de la Moldavie. Et oui, carrément, l'Ukraine, la Géorgie et la Moldavie. Bon, ça ne se fait pas en un jour, mais enfin, c'est quoi? C'est bien, c'est de l'huile sur le feu, c'est quoi? Paul-Marie Couteau, vous avez été haut fonctionnaire, vous êtes essayiste de talent et vous êtes directeur de la revue Le Nouveau Conservateur. Et Le Nouveau Conservateur, un trimestriel, paraît justement le 15 mars prochain. Et il va parler de quoi? Évidemment, de cette guerre, de ce qui se passe avec l'Europe. Et je rappelle quand même que vous avez écrit en 1997, vous voyez, il y a 25 ans, ça ne nous rajeunit pas, mais quand même, l'Europe vers la guerre. Alors, Paul-Marie Couteau, moi j'aimerais un peu qu'on fasse un point un peu géopolitique, et vous y connaissez, vous connaissez la musique. Qu'est-ce qui se passe vraiment et qu'est-ce qui risque de passer pour cette Europe, justement? Alors, on l'a célébré à grande pompe en disant « ça y est, Poutine nous oblige à nous retrouver, l'Europe parle d'une seule voix, etc. etc. » Est-ce le cas? Écoutez, l'Europe ne parle d'une seule voix que pour ne rien dire, si je peux dire, par boutade. Au fond, elle chante la chanson écrite à Washington dans l'irréalisme le plus complet. Vous parliez, cher André Berkov, de l'adhésion de nouveaux pays. Vous savez, l'élargissement a commencé il y a longtemps, il y a plus de 20 ans. Et chaque adhérent nouveau doit satisfaire un très grand nombre de normes. Aucun des pays que vous avez cités, et surtout pas l'Ukraine, ne répond à tous ces critères. C'est tellement difficile d'ailleurs que par chance la Turquie n'a pas pu entrer, où son adhésion est sans cesse différée, j'espère ad perpetuum, mais on n'entre pas comme ça, il faut des normes sociales. Et ça prend des années, des mois, voire des années. Ça prend des années. Donc tout ça sont des vues de l'esprit. Ce que l'Europe risque aujourd'hui, c'est la soumission. Elle est déjà très engagée. L'Europe dépend du reste du monde pour à peu près tout. Vous dire les ressources, les matières premières? Les matières premières en grande partie, pour se vêtir, pour acheter des médicaments ou des machines-outils. Nous avons besoin de l'Asie, spécialement de la Chine, pour nous défendre des États-Unis, parce que, mis à part la France, l'effort de défense européen est minuscule. On s'en remet à d'autres. Pour la main-d'œuvre, on s'en remet à d'autres aussi, on l'importe d'Afrique ou du monde arabe. Bref, l'Europe dépend du reste du monde pour tout, mais dépendre, c'est risquer de manquer un jour ou bien d'entrer en conflit. Et voilà qu'elle s'offre un conflit avec elle-même, c'est-à-dire avec une autre capitale européenne. Mais cela sert les intérêts des États-Unis, bien entendu, qui ont voulu cette guerre, qui l'ont préparée en humiliant la Russie, en faisant en sorte... En quelle sorte? Précisément, quand vous dites en humiliant la Russie, en quoi l'Amérique a-t-elle humilié la Russie? Il y a quelque chose qu'on a oublié, c'est le tapis de bombe, justement, de Belgrade, en mars 99.
c'était une attaque directe contre le monde orthodoxe. Par l'OTAN, hein. Par l'OTAN. Ouais. Que la Russie, sans le mandat de l'Union, de l'ONU du tout, bien entendu. D'ailleurs, on n'a pas du tout apporté des couvertures dans les pharmacies pour secourir le peuple serbe. À ce moment-là, on a fermé les yeux. Alors que c'était encore plus dramatique. Il y a eu beaucoup plus de morts qu'il y en a aujourd'hui en Ukraine. Mais surtout, en faisant à la Russie des promesses jamais tenues. La promesse de James Baker à Gorbatchev, jamais l'OTAN ne s'étendra au-delà de ses frontières actuelles, a été bafouée sans cesse. Poutine a d'ailleurs dit en 2007 à Munich, dans un discours qui est resté dans les mémoires, ne continuez pas, car ça tournera mal. Et d'ailleurs, l'OTAN a continué. Ce que vous avez dit par rapport à Gorbatchev, James Baker, m'a été confirmé ici même par Roland Dumas, qui était ministre des Affaires étrangères de Mitterrand. À l'époque, oui. Mais alors, qu'est-ce qu'on risque? Qu'est-ce que l'Europe, en fait, vous dites, elle risque tout, elle risque d'abord sa propre, je ne dirais pas disparition, mais son propre effacement. Sa soumission. Sa soumission. Elle risque de sortir de l'histoire. Il y a un point important que je voudrais souligner, par exemple, parce que dans le ourvari général et l'abêtissement général, moi je ne peux plus écouter une radio, mais à part Sud Radio, bien entendu, parce que je suis pris de tels rires, je préfère rire que pleurer, qu'au bout de quelques minutes, il faut que j'arrête et que je passe à autre chose, parce que on n'a aucun recul aujourd'hui sur les enjeux stratégiques profonds, à long terme, si du moins on se soucie de long terme. Alors quels sont-ils, Paul-Marie, soyons précis? Prenons un exemple, la Sibérie. La Sibérie est un énorme enjeu. Si l'Europe coopère avec la Russie et met en valeur les immenses ressources de la Sibérie et les richesses qui sont commencées d'ailleurs, qu'on commence à exploiter, une ville comme Novosibirsk est en pleine expansion, alors à ce moment-là, l'Europe garde ses deux poumons. C'est Jean-Paul II qui parlait des deux poumons de l'Europe. Et respire à l'aise. C'est Est et Ouest. C'est Est et Ouest, en gros. C'est la Russie et la Sibérie qui est un énorme ensemble, et le monde orthodoxe. D'accord. Et de l'autre côté, l'Europe de l'Ouest, qui évidemment, les États-Unis veulent nous couper en deux, ces deux poumons, pour pouvoir mieux utiliser l'Europe de l'Ouest et diviser pour régner. Mais si, au contraire, nous avions engagé, comme De Gaulle l'a voulu par exemple, des coopérations avec la Russie, nous aurions pu avoir, je crois que là, hélas, trois fois hélas, l'hypothèse s'éloigne, un immense poumon en utilisant la Sibérie. Parce que si Poutine et la Russie, après Poutine, parce qu'on parle à long terme là, et jeté dans les bras de la Chine, évidemment, ce poumon va nous échapper. Il y a un autre enjeu qui est la vieille opposition qu'il faut cultiver, à mon avis, entre la Russie et la Turquie, dont l'Ukraine et Odessa, dont on parle beaucoup aujourd'hui, la Crimée, dont on a parlé récemment et qui est au cœur de l'affaire, reste sous domination russe. C'est une épine dans le pied de l'Empire turc, aujourd'hui islamisé. Que veut ressusciter Erdogan. Enfin, que veut ressusciter Erdogan, mais que la Turquie voudra sans cesse ressusciter à mesure qu'elle marquera des points, 85 millions d'habitants, une économie plutôt prospère qui traverse certes en ce moment une mauvaise passe, mais enfin à long terme c'est une grande puissance, une puissance qui a su s'étendre jusqu'aux portes de Vienne au XVIIe siècle, au XVIe et XVIIe siècle, et qui pourrait très bien capturer et prendre sous sa domination, c'est son rêve, toute l'Europe du Sud, en tout cas balkanique. La Russie est un obstacle à l'islamisation. D'ailleurs, il faut se rappeler que Poutine a réglé la question de Daesh, que les Américains n'ont jamais pu ou voulu faire, en aidant la Syrie du jour au lendemain. Enfin, pas du jour au lendemain, mais en très peu de temps, le rapport de force s'est inversé et Daesh a été circonscrit grâce à la Syrie, aidée par la Russie. Cette vieille rivalité, alors elle est millénaire, si l'on peut dire, entre la Russie, je parle de la première Russie de Kiev, qui elle est millénaire, en effet, même si on veut couper la Russie de ses racines aujourd'hui pour la réduire à cuillère, elle a véritablement une grande profondeur historique, et justement l'Ukraine joue un rôle de berceau qu'on ne peut pas enlever à la Russie, ou alors c'est une véritable folie. Le conflit avec le monde islamique est permanent, et la Russie doit être plutôt de notre côté, je crois, dans ce conflit, plutôt qu'entre des mains ou des accords avec Erdogan ou la Turquie sur notre dos.
Mais et en particulier sur le dos de l'Europe du Sud. Alors on peut arriver, je finis sur le tableau, on peut très bien arriver à une Europe coupée en 3 dominations étrangères, comme je viens de le dire, les Balkans islamisés, la Russie coopérant avec la Chine, vous dites, oui. notamment pour cet énorme enjeu sibérien. Je pense d'ailleurs que les États-Unis ont peur que la Russie exploite la Sibérie, qui est d'ailleurs très près des États-Unis, par le détroit de Bering, hein, c'est pas une puissance lointaine, et elle voudrait bien aussi mettre la main sur la Russie, sur la Sibérie, la puissance américaine, et une troisième Europe qui resterait à l'ouest, un moignon d'Europe, affaiblis, avec des peuples hébétés qui comprennent plus rien de leur histoire et de leur géographie, sous domination américaine. Ça en serait fini de l'Europe. Voilà une des choses qui se joue aujourd'hui. Oui, alors c'est ça, vous dites ça pourrait amener à terme à la partition, une véritable partition, archipélisation, comme on dit pour la France de l'Europe. C'est l'archipel. C'est ça. Mais justement... On pourrait dire une pulvérisation politique, parce qu'à ce moment-là, on ne compte plus du tout comme puissance politique. Mais ça commençait déjà depuis quelques années. Mais alors justement, est-ce que ce qui se passe actuellement et ce que vous voyez, les manœuvres ou les démarches des uns des autres contribuent à ça, ce que nous vivons aujourd'hui dans cette actualité? Revenons pas le nez sur le guidon, mais quand même, est-ce qu'à votre avis, les prises de position des gouvernements européens en général, ou français en particulier, et l'Union européenne participent de cela, enfin augmentent en fait les risques de cette archipélisation ou pas? Je ne sais pas s'il y a une grande autonomie des acteurs européens en réalité. Il s'agite, le président de la République a brassé beaucoup de vent, il a fait des comédies comme il sait si bien en faire, en recevant comme un peu partout dans le monde d'ailleurs, quelques camouflés protocolaires qui l'ont remis à sa place. Mais enfin, rien ne l'empêchera de s'agiter. Mais quelle est sa force de décision? Quelle est sa capacité de décision? Peut-être l'Allemagne en a-t-elle une et elle essaie de jouer sur plusieurs tableaux, mais elle n'ira pas très loin parce qu'elle dépend militairement. Et Poutine a refait parler les armes, qui sont toujours une constante dans l'histoire. C'est ça qui fait évoluer l'histoire. L'Allemagne est trop désarmée pour aller très loin et s'éloigner des États-Unis. Donc les capacités de décision des puissances ou des anciennes puissances européennes sont très faibles. Le résultat est que très vraisemblablement, c'est-à-dire ce qui est en train de se passer, la puissance militaire russe va parler et certainement utilisera à fond son glacis, ce qui amputera d'autant plus l'Europe en cas de division durable, que la Russie jouera avec d'autres partenaires. Il n'y a pas que la Chine, hein, il y a l'Iran, il y a très certainement pour la Russie bien des cartes à jouer. On se demande qui est isolé dans cette affaire. Hein. C'est peut-être pas la Russie qui est isolée, c'est peut-être nous qui nous isolons du monde. On va en continuer à parler après cette petite pause. Paul-Marie Couteau, c'est en tout cas tout à fait passionnant ce qui est en train de se passer et qui nous concerne au premier chef. Et dans quelques courtes minutes, nous serons avec Michel Onfray, auquel vous pouvez poser vos questions au 0826 300 300 sur la situation ukrainienne aussi. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous sommes toujours et plus que jamais avec Paul-Marie Couteau, le directeur du Nouveau Conservateur, dont je rappelle que le numéro 6 paraît le 15 mars, effectivement, sur la guerre et surtout les enjeux, tout ce qu'il y a autour de cette Europe, etc. Et je rappelle qu'il a écrit l'Europe, effectivement, vers la guerre, il y a 25 ans, mais beaucoup d'actualités. Deux choses, Paul-Marie Couteau. Je rappelle que Le Monde, dans un monde daté du 7 décembre 1994, donc sommet de Budapest, Le Monde, qui n'est pas un journal poutinien extrémiste, rappelle que la Russie s'engageait à respecter l'intégrité territoriale de l'Ukraine et en retour, les positions du Royaume-Uni, de la France et de la Commission européenne étaient très claires. Pas d'expansion de l'OTAN ou de l'Union européenne à l'Est. Pas d'expansion. Et je rappelle que c'est en 94. Ça donc après l'effondrement de l'Empire soviétique. Et puis,
les dernières propositions de la Russie, ils disent nous arrêtons immédiatement la guerre, là aujourd'hui, c'est sorti hier, si les actions militaires cessent de l'Ukraine comme de même, qu'ils changent leur constitution, alors ça à mon avis sera dur, pour assurer la neutralité de l'Ukraine, donc pas d'adhésion à l'UE et pas d'adhésion à l'OTAN, reconnaissance de la Crimée comme territoire russe, et enfin reconnaissance des zones de Donetsk et de Luhansk contrôlées par la Russie comme des États indépendants. Voilà, ce sont les conditions posées par la Russie pour arrêter le combat. À votre avis, il y a des chances que ça s'arrête très vite ou pas ? Écoutez, il faut d'abord pas considérer que la Russie entreprend d'envahir l'Ukraine, c'est faux. Poutine prend des gages, veut très certainement... Oui, il ne veut pas conquérir l'Ukraine. Non, de toute façon, une partie de l'Ukraine... L'Ukraine n'est pas vraiment une nation, il ne faut pas croire. Il y a une opposition historique très ancienne entre l'Est et l'Ouest. Vous allez faire hurler tout le monde, là. Non, mais il n'y a qu'à regarder l'histoire. Je veux bien faire hurler les gens qui ne savent rien, mais c'est pas parce qu'on ignore l'histoire que l'histoire n'existe pas. Ouais. Ça serait un peu simple. Tout l'Ouest de l'Ukraine catholique est, surtout la Galicie, mais à peu près la moitié ouest de l'Ukraine, Poutine ne veut pas y toucher. Elle est très vraisemblablement vouée à devenir la future Ukraine, si vous voulez. Et l'Ukraine de l'Est, avec le Donbass, et un peu plus, peut-être d'ailleurs, je répète, la bande maritime qui est importante du point de vue stratégique. Odessa, etc. Oui. Notamment vis-à-vis de la Turquie. Peut-être que Poutine prend des gages dans le cadre de négociations futures. Il y aura des négociations, elles ont déjà commencé, et je pense que Poutine veut simplement riposter. En réalité, c'est une riposte à la progression de l'OTAN, qui est, comme vous le rappeliez, un manquement à une promesse donnée. Alors on s'étonne que Poutine manque à sa promesse de ne pas toucher à l'Ukraine, mais on a manqué pendant 25 ans, depuis 1994 et même depuis 1991, à nos propres promesses. Il faut dire quelque chose d'important aussi. Je rappelais l'histoire. Vraiment, nous oublions nous-mêmes notre propre histoire. Mais si on nous disait un jour que le baptême de Clovis n'a rien à voir avec l'histoire de France, alors qu'on en fait... on a raison d'ailleurs, on a tout à fait raison. D'ailleurs, je consacre un livre à Clovis. De Gaulle disait que la France avait 15 siècles. Faisant référence à un baptême qui était en même temps un sacre, d'ailleurs, comme Vladimir à la fin du Xe siècle après Jésus-Christ, à Kiev. Oui. Ouais, à Kiev. D'ailleurs, je précise que l'histoire de la France et l'histoire de la Russie sont mêlées, y compris par le sang, par le mariage, puisque Anne de Kiev a épousé le petit-fils du Capet. On a dit d'ailleurs Anne de Kiev et Anne de Russie indifféremment. Kiev et la Russie, c'était pendant longtemps la même chose. Donc cette histoire-là, on ne peut pas en priver la Russie. Et quand la Russie a été, mais vraiment réduite à quia après l'effondrement de l'Empire communiste, de l'Empire. On mourait de faim en Russie. Et la Russie s'est raccrochée à une chose, c'est le millénaire du sacre de Vladimir, justement. Millénaire qui était en même temps, comme en France avec Capet, qui était en même temps une conversion au christianisme. C'est comme pour Clovis. Et l'orthodoxie ensuite. Bien sûr. Mais le fait est que c'est une grande souffrance que l'on inflige au peuple russe que de le priver de ses racines. D'ailleurs, vous savez, quand De Gaulle, en 1940, invoquait un sursaut venu du fond des âges, tous les résistants ont besoin d'invoquer une histoire longue. Et si on prive un peuple de son histoire, on le rend fou, en réalité, parce qu'on le prive de lui-même. Et ça, je crois que le peuple russe s'entendra toujours à se respecter assez. Il se respecte plus que bien d'autres peuples. Donc là-dessus, Paul-Marie Couteau, vous ne croyez pas à ce que fait une partie du peuple russe, dit on n'a pas envie de toute l'Ukraine, non. Guerre, non. Pour l'Ukraine. La grande question, c'est celle de Kiev. Je pense que Poutine ne s'y aventurera pas, mais il voudra en tous les cas garder la main sur le régime. Sur le régime, oui. Pour que, vous savez, on a souvent dit récemment, je le répète encore parce que c'est très parlant, si le pacte de Varsovie avait installé des bases au Mexique, je pense que les États-Unis auraient réagi et que nous les aurions approuvés. On a bien vu ce qui s'est passé à Cuba. Cuba a été lors très de parlant. La crise des missiles soviétiques. Absolument. Donc, je vous en prie,
aussi, chers auditeurs, essayez de garder un peu de recul historique et géographique. Pensez à des enjeux qui dépassent de beaucoup les pauvres répétitions qu'on nous inflige, l'abêtissement qui est hélas devenu une habitude. Après les 2 ans que nous venons de subir d'intoxication et covidienne, on se demande d'ailleurs si nous ne sommes pas en train d'entrer dans un nouveau totalitarisme. En réalité, il y a eu plusieurs totalitarismes au XXe siècle, et je me demande s'il n'y en a pas un au Plus soft peut-être, plus doux. Pour l'instant, il s'installe à bas bruit, comme vous dites, mais nous pourrions... En réalité, soyons sérieux, je souris, mais il en va vraiment de l'avenir à long terme de l'Europe, de notre peuple. Il y a déjà des Français qui vivent très mal, certains ne mangent pas à leur faim. Et je pense que les Français doivent comprendre enfin que la soumission, ça coûte très cher, et ça se traduira par des misères sans fin, des violences sans fin. Ça a déjà commencé en plusieurs parties de notre territoire. Nous sommes sur un volcan et nous n'avons pas droit, je crois, à l'ignorance. Et on est dans une situation totalement totalitaire. Je voudrais citer Solzhenitsyn, une phrase resplendissante aujourd'hui. Nous savons qu'ils mentent, ils savent que nous savons qu'ils mentent, nous savons qu'ils savent qu'ils mentent, ils savent que nous savons qu'ils savent qu'ils mentent, mais ils continuent à mentir. Ouais. Vis-à-vis des médias aujourd'hui, c'est terrassant. C'est-à-dire que le mensonge est installé partout, il s'est installé à la faveur, si l'on peut dire, de l'opération Covid. Il se prolonge à la faveur de l'opération Ukraine qui a pour but de nous priver de notre conception de nous-mêmes et de nos intérêts à long terme, qui sont une grande Europe à long... Alors De Gaulle disait de l'Atlantique à l'Oural. Oui. Poutine, qui aime beaucoup le général de Gaulle, qui aime beaucoup la France, qui a eu longtemps une maison dans le Pays Basque, a dit l'Europe en réalité va de Lisbonne à Vladivostok. Qu'est-ce que serait cette Europe magnifique qui pourrait aller de Lisbonne à Vladivostok, qui se prémunirait au sud contre la poussée islamique, puis à l'est la Chine impériale, et qui avec de plus en plus impériale, et à l'ouest, ces milliards d'habitants voudraient bien mettre la main sur la Sibérie, et à l'ouest vis-à-vis des États-Unis. Alors là, l'Europe resterait dans l'histoire. Vous savez, c'est ce qui se joue par petites touches, et si nous perdons cela, il nous restera, comme disait ma grand-mère, nos yeux pour pleurer. Mais écoutez, merci Paul-Marie Couteau, merci de ces éclaircissements. Et puis nous allons effectivement suivre et lire Le Nouveau Conservateur sur cette question dans une semaine. Et beaucoup de Français ont du mal à manger à leur faim et ont du mal à se chauffer. On va essayer de rire un petit peu des conséquences de cette crise avec André Berkoff.